Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. On est à la page 440. Simone de Beauvoir a environ 20 ans et fréquente l'université et elle a 3 camarades, dont Jean-Paul Sartre. Il commence une relation avec lui. J'étais un peu effarouchée quand j'entrais dans la chambre de Sartre. Il y avait un grand désordre, des livres et des papiers, des mégots dans tous les coins, une énorme fumée. Sartre m'accueillit mondainement. Il fumait la pipe. Silencieux, une cigarette collée au coin de son sourire oblique, nissant mes pieds à travers ses épaisses lunettes, avec un air d'un pincelon. Toute la journée, pétrifiée de timidité, je commençais les discours métaphysiques et Herbaut me reconduisait les soirs à la maison. Je revenais chaque jour et bientôt je me dégelais. Leibniz nous ennuyait. Il fut décidé que nous les connaissions assez. Sartre se chargea de nous expliquer les contrats sociaux, sur lesquels il avait des lumières spéciales. À vrai dire, sur tous les auteurs, sur tous les chapitres du programme, c'était lui qui, de loin, en savait les plus longs. Nous nous bornions à l'écouter. J'essayais parfois de discuter. Je m'ingéniais, je m'obstinais. Il est rétorse, disait gaiement Herbaut, tandis que Nissan contemplait ses ongles d'un air absorbé. Mais Sartre avait toujours le dessus. Impossible de lui en vouloir. Il se mettait en quatre pour me faire profiter de sa science. C'est un merveilleux entraîneur intellectuel, notai-je. Je fus éberlué par sa générosité, car ses séances ne lui apprenaient rien, et pendant des heures, il se dépensait sans compter. Nous travaillions surtout le matin. L'après-midi, après avoir déjeuné au restaurant de la cité, où chez Chabin, à côté du parc Montsouris, nous prenions de longues récréations. Souvent, la femme de Nissan, une belle brune exubérante, se joignait à nous. Il y avait la foire, porte d'Orléans. On jouait au billard japonais, au football miniature, on tirait à la carabine. J'ai gagné à la loterie une grosse potiche rose. Nous nous entassions dans la petite auto de Nissan. Nous faisions le tour de Paris en nous arrêtant ça et là pour boire un demi à une terrasse. J'ai visité les dortoirs et les turnes de l'école normale. J'ai grimpé rituellement sur les toits. Pendant ces promenades, Sartre et Herbaut chantaient à pleine gorgée des airs qu'ils improvisaient. Parfois, nous délaissions la cité pour le bureau de Nissan. Il habitait chez les parents de sa femme, dans un immeuble de la rue Vavin, sur les faïences. Il avait sur ses murs un grand portrait de Lénine, une affiche de Cassandre et la Vénus de Botticelli. J'admirais les meubles ultramodernes, la bibliothèque soignée. Nissan était à l'avant-garde du trio. Il fréquentait les milieux littéraires. Il était inscrit au Parti communiste. Il nous révélait la littérature irlandaise et les nouveaux romanciers américains. Il était au courant des dernières modes et même de la mode de demain. Il nous amenait au triste café des fleurs afin de jouer un bon tour aux deux magots, disait-il, en rongeant malignement ses ongles. Il préparait un pamphlet contre la philosophie officielle et une étude sur la sagesse marxiste. Il riait peu, mais souriait souvent, avec férocité. Sa conversation me séduisait, mais j'avais quelques difficultés à lui parler à cause de son air distraitement rayeur. Comment m'acclimatais-je si vite? Herbaut avait pris soin de ne pas me heurter, mais quand ils étaient ensemble, les trois petits camarades ne se contraignaient pas. Leur langage était agressif, leur pensée catégorique, leur justice sans appel. Ils se moquaient de l'ordre bourgeois. Ils savaient refuser de passer l'examen. Là-dessus, je les suivais sans peine, mais sur bien des points, je restais dupe des sublimations bourgeoises. Eux, ils dégonflaient impitoyablement tous les idéalismes. Ils tournaient en dérision les belles âmes, les âmes nobles, toutes les âmes et les états d'âme, la vie intérieure, les merveilleux, les mystères, les élites. En toute occasion, dans leurs propos, leurs attitudes, leurs plaisanteries. Il manifestait que les hommes n'étaient pas des esprits mais des corps, en proie aux besoins et jetés dans une aventure brutale. Un an plus tôt, il m'aurait encore effrayé, mais j'avais fait du chemin depuis la rentrée et bien souvent, il m'était arrivé d'avoir faim de viandes moins creuses que celles dont je me nourrissais. Je compris vite que si le monde où il m'invitait mes nouveaux amis me paraissait rude, c'est qu'il ne me déguisait rien.
Il ne me demandait somme toute que d'oser ce que j'avais toujours voulu, regarder en face la réalité. Il ne me fallut pas longtemps pour m'y décider.